Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le Reich poursuivait ses arrestations au sein de l'Église et qu'il y a eu l'inauguration de la Maison de l'art allemand et de l'art dégénéré, et nous allons reprendre là. Pour ce mois d'août 1937, Hitler rencontre le cheikh Aziz El-Yawis, chef des Bédouins irakiens. Le 1er août, Himmler inaugure le nouveau camp de concentration de Buchenwald, près de Weimar. Il est destiné aux opposants politiques, religieux, journalistes et aux juifs. Le 6 août, circulaire de la Gestapo ordonnant l'internement dans les camps des témoins de Jéhovah en cas d'acquittement par les tribunaux ou à la fin de leur peine. Le 11 août, au 20e congrès sioniste qui se déroule à Zurich, les sionistes ayant rejeté, comme les Palestiniens, l'accord d'un pays à deux États, et bien qu'ils ont refusé cet accord, ils confirment une nouvelle fois le droit à un chez eux en Palestine, et utilisent les recommandations de la commission Peel comme base de négociation. Le 12 août, tous les Allemands sont incités à dévoiler une organisation d'espionnage contre l'Allemagne, travaillant pour une puissance occidentale ou pour une puissance de l'Est. Le 17 août, exécution de Wilhelm Fissel, responsable du Parti communiste clandestin de Berlin. Le 18 août, à Berlin, les bancs publics sont marqués de l'inscription uniquement pour Ariens. Le 28 août, les Italiens battent les républicains basques à Santona. Le 25 août, capitulation du Pays basque devant les troupes de Franco. Pour ce mois d'août, Goebbels nous dit « Chamberlain a envoyé une lettre personnelle à Mussolini au sujet des relations anglo-germano-italiennes. Preuve que l'Angleterre revient progressivement à la raison. Chamberlain semble vouloir liquider la politique de l'illusion. Le Japon tient en son pouvoir la totalité de Tientsin. Mais naturellement, il n'est pas question de guerre. En France, de nouveaux impôts sont décrétés chaque jour, conséquence de la politique si bénéfique de Blum. Le peuple doit payer les plaisanteries de ses maîtres rouges. Aussitôt chez le Führer, nous entamons aussitôt un débat animé. La Chine est en train de se prendre une raclée. Donc, pour la presse, stricte neutralité avec une sympathie très bienveillante pour le Japon. J'envoie aussitôt à Berlin les instructions correspondantes. Par la suite, Goebbels revient sur le succès de l'art dégénéré et se dit qu'il devrait en faire plus de publicité. Et ensuite, Goebbels parle d'un parcours triomphal d'Hitler à Breslau où il est acclamé par 100 000 personnes. Il rajoute qu'il y a des Allemands étrangers et des Autrichiens qui scandent « un seul Reich, un seul peuple ». Par la suite, il parle de nouveau avec Hitler, que celui-ci revient sur l'art dégénéré. Il parle de l'Espagne et du réarmement. Il raconte aussi le réarmement de 1933. Combien de tourments cela lui a coûté et comment, dans les moments les plus critiques, il a toujours eu confiance en son destin. C'est un homme extrêmement croyant. Par la suite, il dit que Hitler revient sur l'histoire de la Chine et du Japon. Le Führer critique sévèrement la Chine. Il n'en a rien à faire. Militairement parlant, la Chine est insuffisante. Elle se fait étriller par le Japon. C'est tout aussi bien, pour que le Japon ait ses arrières tranquilles lorsqu'il se tournera contre la Russie. Plus aucun soutien à la Chine. Il faut aussi mettre un terme à la politique d'illusion envers la Turquie comme envers la Hongrie. Seule la froide raison et l'intérêt nu régissent la politique internationale. C'est là-dessus qu'il faut se régler. En Autriche, le Führer fera un jour table rase. J'espère que nous vivrons tous ce jour-là. Puis il va droit au but. Cet État n'est pas un État. Son peuple est à nous, et il viendra à nous. L'entrée du Führer à Vienne sera un jour son plus grand triomphe. La Tchécoslovaquie non plus
n'est pas un État. Elle sera un jour prise d'assaut. Elle vient d'interdire une nouvelle fois aux enfants des Allemands des Sudètes de venir en vacances en Allemagne, sous prétexte de manque de nourriture. Je donne consigne à la presse de tirer l'épée sans ménagement. Ces Tchèques sont un peuple de merde. Par la suite, l'Italie et l'Angleterre cherchent à s'entendre. Chamberlain se donne beaucoup de peine à cet effet. Cela peut être très bien pour nous. Avec ces deux pays réunis, ce serait le fin mot de l'histoire. Les Nippons continuent de faire pression sur la Chine, en se heurtant à la France. On n'y comprend plus rien. Mais Tokyo s'impose absolument en Extrême-Orient. Nouvelle vague d'arrestations en Russie. Béla Kun a été lui aussi arrêté. La révolution dévore ses propres enfants. Doriot a subi une grave défaite face aux communards. La France paraît basculer irrémédiablement vers le communisme. Par la suite, travail avec Hank. Paris a interdit le vol Kitcher-Beaubatcher à cause de la révélation sur la Légion étrangère en Espagne. Nous allons procéder à des représailles, interdire quelques journaux français. Ludendorff écrit de nouveau de pures âneries dans son journal. Le Führer est furieux, mais je l'avais prévenu. La Russie envoie des prospectus de voyage éhontés en Allemagne. Je vais stopper cela. Par la suite, réponse de Mussolini à Chamberlain, très conciliante. Détente marquée entre Londres et Rome. Ce serait une bénédiction si nous pouvions être de cette nouvelle partie. Mais on ne doit se fier ni aux Anglais ni aux Italiens au sujet du chemin à suivre. Par la suite, Hjalmar Schacht prend position dans une lettre sur la question de la franc-maçonnerie. Insolent contre les lois, présomptueux, arrogant, comme toujours. Par la suite, à Paris, des grévistes occupent déjà les ministères, à leur santé. Par la suite, les Juifs ont publié un mémorandum éhonté sur la Palestine. Entretien de Chaim Weizmann avec Ormsby Gore, le ministre anglais des colonies. Les Anglais, ils sont vraiment traités comme de la crotte. Méritent-ils autre chose? Les Juifs sont tellement bêtes, à présent, ils ont toute l'opinion publique anglaise contre eux, parce qu'ils se comportent de façon si outrecuidante. Par la suite, rapport de l'ambassadeur Dieckhoff sur l'Amérique. Meilleur que je ne le pensais. Roosevelt est très solide. L'opinion ne nous est plus aussi hostile qu'auparavant. Les Américains ne sont plus aussi convaincus d'être faits à l'image de Dieu. On peut parler avec eux. La question des églises cause toujours de grandes difficultés psychologiques, mais la question juive ne fait plus autant de problèmes. Par la suite, la France a de nouveau des ennuis budgétaires. Ils n'en sortiront jamais avec ce système compte tenu de leur gigantesque déficit. À quoi s'ajoutent les déboires et le ridicule dans les compétitions aériennes dans lesquelles les Italiens ont étrillé les Français haut la main. Le ministre Pierco est exposé à de très vives attaques. Et Goebbels revient également pour le mois d'août sur des conflits qu'il y a entre des dignitaires nazis et dont certains n'obéissent pas aux ordres de Hitler, ce qui met Hitler en colère. Il nous parle également de problèmes dans son ministère, avec le cinéma, etc. Et également qu'il y a de gros chamboulements dans le haut commandement de l'armée. Il nous dit que, en Espagne par exemple, les armées font de la politique avec le gouvernement espagnol, alors qu'ils ne sont pas là-bas pour cela, et il dit qu'en Allemagne, le ministère de la guerre met son nez dans les films, ce qui énerve Goebbels, et il se plaint auprès de Hitler. Pour ce mois de septembre 1937, des officiers de l'aéronautique belge visitent des installations militaires dans le Reich. Le 6 septembre, 9e congrès du NSDAP à Nuremberg, avec comme titre « Le travail ». De nombreux diplomates étrangers sont présents. Annonce par éclair de mesures radicales à l'égard des saboteurs du plan de 4 ans qui exige toutes les forces et ne saurait permettre que les individus asociaux puissent se soustraire au travail. Intensification de l'agitation anticommuniste et sur la nocivité des Juifs.
Goebbels dira entre autres sur les Juifs: c'est lui l'ennemi du monde, le destructeur des cultures, le fils du chaos, l'incarnation du mal, le ferment de la décomposition, le démon fait homme de la décadence de l'humanité. Nous pouvons voir que Goebbels porte toujours les Juifs dans son cœur. Donc là, ce n'est que quelques lignes. Il faut vous dire que Goebbels a prévu 50 pages pour son discours. Le 9 septembre, rapport de la Société des Nations concernant la situation de 20 000 émigrés allemands en Europe, décrit comme une misère. Le 11 septembre, explosion de 2 bombes à Paris, devant la Confédération du patronat français et devant le siège de l'Union des industries métallurgiques. Le 19 septembre, pendant une semaine, grande manœuvre militaire sur une très grande zone en Poméranie. La Wehrmacht, la Luftwaffe et la Kriegsmarine participent à l'exercice. Il y aura également la participation de civils à des exercices de protection aérienne. Le 25 septembre, visite officielle de Mussolini pour une durée de 5 jours dans le Reich. Présentation au Duce de l'énorme potentiel industriel du Reich ainsi que de l'armement le plus moderne. Mussolini sera subjugué par le potentiel allemand ainsi que par l'ambiance du pays. Pour information, pour l'occasion, les écoles et les usines sont fermées pour que le peuple puisse profiter des festivités. Mussolini parlera d'associations toujours plus proches du peuple allemand et italien et dira « Les plus grandes et les plus authentiques démocraties dans le monde d'aujourd'hui sont l'Allemagne et l'Italie ». Mussolini se voit remettre officiellement l'insigne or du NSDAP, détenu jusqu'à présent par Hitler. Mussolini remet à Hitler les galons de caporal d'honneur de la milice italienne avec l'inscription suivante: chef du peuple allemand, a donné à l'Allemagne la foi dans sa nouvelle grandeur, reconstructeur de l'ordre civil, social et politique allemand. Il guide d'une main très ferme la nation allemande vers ses hautes destinées. Héros et défendeur de la civilisation européenne contre toute tentative de subvention, il a donné à l'Italie, dans ses heures de lutte, sa solidarité et son amitié les plus hautes. Alors pour information, Mussolini a appris que Hitler n'aimait pas des décorations ou les cadeaux un peu trop tape à l'œil, et il a eu l'idée de donner les galons de caporal d'honneur, et Hitler fut très touché par ce geste, parce que justement, pendant la Première Guerre mondiale, il était Gefreiter, donc c'est un peu l'équivalent de caporal, et Hitler parlera souvent de ce cadeau à son entourage, comme quoi il a vraiment été très touché par ce geste. Par la suite, Hitler nomme Mussolini Grand Croix de l'Aigle allemand, et il aura un insigne particulier non conforme aux distinctions créées jusque-là. Il aura un collier de Grande Croix avec de l'or ciselé et incrusté de diamants, tout ça enfermé dans une cassette d'argent recouverte d'ambre. Hitler le fera créer spécialement pour Mussolini. Lors de sa visite, Mussolini visitera également Munich, donc il visitera la résidence privée du Führer, la Maison Brune, le monument aux morts du 9 novembre 23, les bureaux du parti, et il assistera également aux manœuvres militaires qui ont lieu dans le pays. Il visitera les usines d'armement, dont la fabrique des canons de 420 mm qui habille la flotte de guerre italienne, etc. Donc il aura un séjour bien chargé. Pour ce mois de septembre, Goebbels nous dit « Les Italiens démantèlent leur service de propagande en Espagne. Il était trop tapageur et trop agressif. Ils veulent à présent travailler comme nous. 1 million de visiteurs pour l'exposition Art dégénéré. Un grand succès. La SS veut mettre à l'écart Helldorf, spécialement pour la visite de Mussolini. J'empêche la manœuvre. Mais Helldorf doit se défendre un peu plus par lui-même, il est trop apathique. » Ensuite, Goebbels revient sur les problèmes avec la justice. Il y a énormément de ratés dans les procès contre les curés. Pour cela, Hitler également veut créer un tribunal spécial pour juger les curés.
De ce que j'ai compris, il veut que ce soit le peuple qui juge les curés et non des juges. Goebbels rajoute « Ces maudits juristes se sentent les maîtres de l'État. Il faut les écraser. » Par la suite, les États-Unis protestent énergiquement auprès de Nankin au sujet de l'attaque aérienne contre des bateaux américains. La Chine se fait aussitôt toute petite, indice de sa mauvaise situation. Mais la Russie annonce de grandes livraisons d'armes aux Chinois. Nankin décrète la mobilisation générale. Mais dans quelle mesure les généraux vont-ils suivre individuellement ? Ils veulent qu'on leur graisse la patte. La France nationalise ses chemins de fer. C'est un progrès. Mais nous n'avons jamais connu autre chose. Par la suite, l'Italie soutient fortement, par voie de presse, les revendications coloniales du Führer. L'hostilité est très vive à Moscou. Par la suite, déjeuner avec le Führer. Je lui raconte les exigences de Hjalmar Schacht. Il est furieux. Schacht n'a qu'à s'adresser à lui. Il lui dira ses 4 vérités. Il est effrayé par les documents réunis pour les procès contre les curés. Mais on ne peut pas les envoyer ainsi, parce que c'est trop ignoble. La justice est ici totalement défaillante. Je conseille au Führer de supprimer dès que possible l'indépendance des juges. C'est également ce qu'il veut faire. Par la suite, Göring me raconte que les Anglais ont déchiffré le code secret des Italiens. Ce serait la cause de toutes les pertes subies par la marine fasciste. L'Italie est très imprudente. Et le télégramme de Mussolini à Franco a engendré bien des dégâts. Mais c'était un geste viril. Après, Goebbels revient énormément sur le congrès de Nuremberg. Le défilé commence. Plus de 4 heures. Le Führer est frais et dispo, comme toujours. Il est admirable. Je monte à la tribune parmi les Autrichiens. Des scènes émouvantes se déroulent ici. Les femmes pleurent et sanglotent. Ces larmes ne coulent pas en vain. Je dois signer des autographes pendant des heures. Et je le fais bien volontiers. Le défilé est brillant. Vient ensuite un retour triomphal à l'hôtel. Tout cela est indescriptible. Goebbels revient également sur De Grelle. Il dit « Grohe me décrit la déconfiture financière de De Grelle. Je vais essayer de le dépanner de 100 000 marks. » Par la suite, pour le dernier jour à Nuremberg, repas donné au château par le Führer, en l'honneur du prince japonais Chichibu. C'est un prince typique. Les Japonais sont très amicaux. L'ambassadeur se félicite de la bonne attitude de la presse allemande. Les Japonais concentrent maintenant devant Shanghai de puissantes troupes afin d'attaquer massivement. Il est plus que temps. Par la suite, à Paris, 2 attentats à la bombe contre les sièges d'associations patronales. Criminels rouges, naturellement. Mais la presse rouge de Paris incrimine Hitler et Franco, insolents menteurs juifs. Mais nous nous en occuperons. À Nuremberg, face aux journalistes étrangers, le Führer a revendiqué nos anciennes colonies. Quel langage nous pouvons tenir maintenant ? Par la suite, le Führer est arrivé à Berlin. Je travaille avec lui des heures durant sur la visite de Mussolini. Le canevas général est maintenant achevé. Mussolini sera reçu comme un empereur. Le Führer est furieux contre Ludendorff. Il veut que je lui fasse écrire une lettre grossière. Mais je le déconseille. Il faut simplement laisser ses impertinences sans réponse. Par la suite, hier, de très bonne heure déjà, alerte aérienne. À Berlin, tout marche bien. Bon entraînement. Mon ministère est en flammes. Tout la Wilhelmsplatz est rasé. Un spectacle insensé. J'espère que ce ne sera jamais la réalité. Nous devons être très forts pour que cette ville de plusieurs millions d'habitants soit toujours en sécurité. Je me demande si en 1945, Goebbels repensait à ces phrases écrites en 1937. Par la suite, Wrochem se plaint des empiètements de la Wehrmacht. Elle veut absorber notre appareil de propagande. Je ne laisserai pas faire. Ces généraux de bureau n'y entendent rien du tout. Par la suite, long entretien avec Funk, qui est revenu de France. Il a reçu à Paris un accueil éblouissant. Grand succès de la semaine culturelle. Lebrun et même Delbo se sont comportés de façon parfaitement convenable. Mais c'est quand même en Allemagne
qu'on est le mieux. Le décret sur le jour de congé payé à l'occasion de la venue de Mussolini paraît aussi dans la presse. Discussion sur les grandes manœuvres. La Wehrmacht fait de nouveau tout ce qu'elle peut pour nous chercher des poux dans la tête. Envoyons-la promener. Par la suite, la presse anglaise imagine les choses les plus folles au sujet de la visite de Mussolini, uniquement pour nous brouiller avec l'Italie. Mais cela ne suffit pas désormais. Lourd bombardement aérien japonais sur Nankin. Washington proteste. Mais le Japon ne se laisse pas déconcentrer. L'Angleterre se déclare satisfait dans l'affaire de l'ambassadeur Knakul Ungesen. Mais le Japon n'a concédé que peu de choses. À Paris, des généraux russes blancs ont disparu sans laisser de traces. La main de Moscou. Goebbels nous annonce également pour ce mois de septembre qu'il apprend que Magda est de nouveau enceinte. Ensuite, Goebbels nous parle de l'arrivée de Mussolini. À la gare, les Reichsleiter sont rangés en haie pour nous accueillir. Le Führer engueule Himmler, parce que les énormes barrières de protection empêchent le public d'approcher et de former des haies d'honneur. Mais cela tient aussi au caractère des Munichois. Il est trop paresseux. Il profite de ce samedi de congé pour faire la grasse matinée. Le Führer et Mussolini se serrent la main. Mussolini a l'air très dispo et très souple. Quel gaillard! Donc après, Goebbels nous parle de toutes les visites effectuées par Mussolini. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que Mussolini a l'air vraiment très amical avec tout le monde. En gros, il ne se prend pas la tête. Et pareil, il parle avec Goebbels de son travail, de son journal Landgrif, où il demande des nouvelles de sa femme et des enfants. Et il semblerait qu'il est comme ça un peu avec tout le monde. Et qu'il y a une bonne entente avec le Führer. Alors pour information, je ne l'ai pas précisé, mais Hitler apprécie énormément Mussolini lors de cette visite. Mais par contre, bien que Mussolini est amical avec Hitler, il semblerait que Mussolini trouve Hitler un peu barbant. Enfin bon, il y a deux écoles. Il y a la version où Mussolini apprécie Hitler et la version des proches de Mussolini qui disent que Mussolini n'aime pas trop Hitler. Il est juste amical parce que ce sont des chefs d'État. Mais à part cela, dans son cercle intime, Mussolini n'aime pas Hitler. Ensuite, Goebbels nous dit que lors d'une conversation avec Mussolini, Mussolini lui dit qu'il déteste l'Angleterre, il trouve la presse de Londres et de Paris méprisable, et il trouve que l'Amérique est un pays sans culture et qu'elle tient tout son art de l'Europe. Par la suite, Goebbels nous dit qu'il n'y a qu'à Munich où il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde, mais lors des autres déplacements dans les grandes villes allemandes, il y a des millions de personnes, et Mussolini est extrêmement impressionné par la foule. Il dit que le Führer l'informe de ses entretiens avec Mussolini. Ils sont presque d'accord sur tout, sauf sur le sujet autrichien, où Mussolini fait la sourde oreille. Il ne donne aucune réponse à Hitler. Goebbels nous dit également que Mussolini prend la parole, que ses paroles sont puissantes, ses gestes appuyés, et que c'est un orateur né. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses, et je vous souhaite une bonne journée.